Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a beaucoup marqué son époque et n'a absolument rien perdu de sa modernité, alors qu'il s'approche mine de rien de ses 25 ans. J'ai nommé JFK d'Oliver Stone, sorti en salle en 1991. 22 novembre 1963. Le président Kennedy est assassiné alors qu'il défile dans les rues de Dallas à bord d'une décapotable. Très vite, un homme est arrêté, mais 2 jours plus tard, Lee Harvey Oswald tombe à son tour sous les balles de Jack Ruby, un mafieux qui prétend avoir voulu venger Jackie Kennedy. Pour la commission Warren, chargée de faire la lumière sur les circonstances du drame, il ne fait aucun doute qu'Oswald, communiste convaincu, a agi seul. Mais peu satisfait de cette version, le district attorney de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, décide de rouvrir le dossier 3 ans plus tard et arrive à la conclusion que Kennedy a été victime d'un complot impliquant la CIA, le FBI et le complexe militaro-industriel. À l'origine de JFK, il y a un livre co-signé par Jim Garrison et le journaliste Zachary Sklar, publié en 1988, On the Trail of the Assassins. Un exemplaire est confié à Oliver Stone lors d'un festival du film à La Havane. Le réalisateur le lit très vite, puis débourse dans la foulée $250 000 de sa poche pour en acquérir les droits. Après une première rencontre avec l'ancien procureur, Stone achète les droits d'un autre livre tout juste sorti en librairie, Crossfire, The Plot That Killed Kennedy, du journaliste indépendant et théoricien du complot Jim Marrs. Tant qu'il y est, il place une jeune diplômée de Yale à la tête d'une équipe de chercheurs pour collecter autant d'informations que possible sur le sujet. Fin 1989, il obtient un budget de $20 millions de la Warner, dont le big boss, Terry Semel, a déjà à son actif quelques thrillers politiques comme À cause d'un assassinat et Les hommes du président, bien connus des fans de la classe américaine. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses, et puis aussi tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Pour écrire le scénario, le réalisateur s'associe avec Zachary Sklar, le co-auteur de On the Trail of the Assassins. Leur principale source d'inspiration est le film Z de Costa Gavras, sorti en 1969. Celui-ci raconte l'enquête d'un juge d'instruction sur la mort suspecte d'un député progressiste dans un pays non identifié du bassin méditerranéen, mais qu'on assimile sans trop de difficultés à la Grèce, tombée 2 ans plus tôt sous la dictature des colonels. Le choix comme titre des initiales du président assassiné est un renvoi très explicite au film réquisitoire de Costa Gavras. Notons aussi qu'au sein des 2 œuvres, une image du meurtre est utilisée pour faire éclater la vérité. Oliver Stone cite également comme une influence majeure le Rashomon d'Akira Kurosawa, sorti en 1950, qui revisite une scène de meurtre en donnant successivement la parole à 4 témoins, avec chacun leur interprétation des faits. En effet, tout au long de JFK, le cinéaste reviendra régulièrement vers la Dealey Plaza de Dallas où Kennedy a été tué, rejouant sans cesse l'instant fatidique en adoptant le point de vue de l'interlocuteur du moment de Jim Garrison. Le réalisateur se rend rapidement compte que l'enveloppe de $20 millions qu'on lui a allouée ne sera pas suffisante. Consignante, la Warner dégote alors un partenaire financier en la personne d'Arnon Milchan, président de la société Regency, et producteur très influent à Hollywood depuis le début des années 80. Ce dernier révélera en 2013 être un trafiquant d'armes doublé d'un agent secret au service d'Israël. Hollywood producer Arnon Milchan has revealed his past as a spy and arms dealer for Israel. In a word, gasp. Bref, tout à fait le genre de coco à s'entendre avec Oliver Stone. On le retrouvera d'ailleurs au générique de ses 2 films suivants. Quand le casting démarre, la moitié des acteurs d'Hollywood vient camper sur la pelouse d'Oliver Stone dans l'espoir de participer au film, quitte à renoncer à une partie de leur salaire. Certains par conviction politique, comme Martin Sheen, qui assure la narration au début du film et ne sera même pas crédité au générique. D'autres parce que l'auteur de Platoon, et né un 4 juillet, est alors en odeur de sainteté dans la Mecque du cinéma. Et oui, malgré son entêtement à explorer la mauvaise conscience de l'Amérique, Oliver Stone a déjà remporté en quelques années 4 Oscars et autant de Golden Globes. Il a permis à Tom Cruise, James Wood, William Dafoe et Tom Berenger de toucher du doigt la précieuse statuette et filer à Michael Douglas le rôle de sa carrière dans Wall Street. When I get hold of the son of a bitch who leaked this, I'm gonna tear his eyeballs out. I'm gonna suck his fucking skull. Kevin Costner n'est pas le premier choix du cinéaste, qui lui préfère Harrison Ford et Mel Gibson. Mais le puissant agent Michael Ovitz fait le forcing pour imposer son poulain. Le triomphe critique et public de Danse avec les loups dans les semaines qui précèdent le tournage rassurera tout le monde sur le caractère bankable de l'acteur. À la demande de Stone, les acteurs principaux se plongent à leur tour dans l'abondante littérature consacrée à l'affaire Kennedy. Costner et Tommy Lee Jones rencontrent Jim Garrison et Gary Oldman, la veuve de Lee Harvey Oswald. Le comédien anglais devra également improviser une bonne partie de ses scènes, comme cette étonnante confession post-mortem que le réalisateur coupera finalement au montage. I am so
Sorry. I am so sorry. Le tournage de JFK dure en tout et pour tout 79 jours, ce qui est étonnamment peu pour un film de cette ampleur, avec des comédiens en pagaille et une palanquée de décors d'époque à reconstituer. Mais le véritable tour de force concerne le montage, confié aux mains expertes de deux hommes, Joe Hutching et Pietro Scalia. Ensemble, ils vont devoir traiter une quantité absolument hallucinante d'archives en tout genre et les intégrer avec les images tournées par Stone pour former un ensemble cohérent. Le tout en moins de 5 mois puisque les prises de vue s'achèvent en juillet 1991 pour une sortie fin décembre. Le cinéaste présente aux deux monteurs un pubeur dont il apprécie l'esprit chaotique pour les encourager à se désinhiber vis-à-vis des règles classiques du montage. Sous son impulsion, ils vont conserver des défauts créés par leur machine et faire ce qu'ils appellent du jazz avec les images. Tout au long de ces 3 heures, plus 26 minutes pour le Director's Cut sorti en 2001, JFK se présente donc comme un maelstrom visuel où se mélangent allègrement pellicules 35 et 16 mm, Super 8, images de journaux, TV et de vidéosurveillance en couleur et en noir et blanc. À moins d'avoir un œil particulièrement exercé et la main constamment rivée sur sa télécommande pour faire des arrêts sur image, il devient très vite impossible pour le spectateur de faire la différence entre les images d'archives des 60s et les plans tournés en 1991 par Oliver Stone. Surtout quand le film affiche un nombre de cuts à la minute à rendre Michael Bay vert de jalousie. C'est là que réside à mon avis le véritable coup de génie de JFK. La multiplicité des formats renvoie directement à la multiplicité des théories sur l'assassinat de Kennedy. Autrement dit, la forme du film fait littéralement corps avec son sujet. Comme Garrison et son équipe, noyés sous les informations contradictoires, les spectateurs doivent faire le tri au milieu des sources d'images diverses et tenter de distinguer comme ils peuvent le vrai du faux. Tandis que les uns se demandent si Kennedy a été tué par Oswald, le complexe militaro-industriel, la mafia, Fidel Castro, Mickey Mouse ou qui sais-je encore, les autres doivent sans cesse se poser la question. Cette image date-t-elle bien du 22 novembre 1963 ou bien s'agit-il d'une habile reconstitution ? Eh ben oui, la paranoïa franchit carrément la barrière de l'écran pour envahir la salle de ciné. Quitte à jouer les psychiatres amateurs, on qualifierait aussi bien JFK de grand film schizophrène. C'est une fiction, mais il emprunte énormément au documentaire. Il s'inscrit dans une grande tradition hollywoodienne avec son courageux héros qui se dresse seul contre l'establishment et son casting 12 étoiles. Mais son traitement visuel relève littéralement du jamais vu et continue encore d'impressionner aujourd'hui par son incroyable mélange de maîtrise et de chaos. La photographie de Robert Richardson ne cesse d'alterner entre une lumière diffuse et chaleureuse d'un côté et des fulgurances expressionnistes dignes d'un film noir de l'autre. Avec notamment ces fameuses douches de lumière surexposées que le chef-op nous ressortira plus tard dans Casino et Kill Bill. La musique n'est pas en reste. L'immense compositeur John Williams enchaîne les grands thèmes majestueux sentant bon l'Americana dont il a le secret, et nous livre en même temps son score le plus expérimental depuis Rencontre du troisième type. Forcément, en livrant un film aussi radical à tout point de vue, Oliver Stone devait s'attendre à ne pas se faire que des copains. Bien qu'habitué au scandale depuis l'époque où il n'était que scénariste, il affrontera avec JFK la pire shitstorm de sa carrière. Les ennuis commencèrent dès le tournage, puisque le Washington Post réussit à mettre la main sur une des premières versions du scénario et accusa aussitôt Stone de prendre trop de liberté avec les faits. Le Chicago Tribune lui emboîta le pas, parlant cette fois d'insulte à l'intelligence pour un film qui ne sortira que 8 mois plus tard. C'est à ce moment-là que le point Godwin sera atteint en beauté, quand Jack Valenti, le président de la MPAA, comparera JFK au triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, tandis qu'un ancien membre de la commission Warren en parlera comme d'un gros mensonge qui aurait plu à Hitler. Gasp. Le Washington Post en remettra une dernière pour la route en qualifiant Oliver Stone de sociopathe intellectuel qui se contrefout de la vérité. En réponse, le réalisateur publiera une version annotée de son scénario où il justifie tous ses choix. Du côté du clan Kennedy, l'accueil ne fut guère plus chaleureux malgré le portrait flatteur et, il faut bien le dire, pas très nuancé, du président assassiné. Telling the truth can be a scary thing sometimes. It scared President Kennedy and he was a brave man. Et pourtant, le brûlot d'Oliver Stone eut un impact au niveau politique, puisqu'il fut à l'origine d'une loi votée par le Congrès en 1992, le JFK Act. Grâce à lui, il ne nous reste plus que 2 ans à attendre avant que tous les documents relatifs à l'assassinat de Kennedy soient enfin rendus publics. JFK fut nominé 8 fois aux Oscars et en remportera 2, un pour la photographie et un logiquement pour le montage. Oliver Stone, de son côté, ajoutera sur sa cheminée un nouveau Golden Globe du meilleur réalisateur. Le film rapportera au final plus de 200 millions de dollars dans le monde. Et c'est plutôt pas mal pour un film dossier de 3 heures qui s'adresse essentiellement au public américain. Dans son sillage, une vague de Kennedy'sploitation va déferler sur les écrans. Par exemple, la série phare de l'époque, X-Files, va surfer à mort sur le thème de la paranoïa anti-gouvernement,
et se servira de l'idée d'un mystérieux second tireur popularisé par JFK pour enrichir sa mythologie. Ce qui ne va pas manquer d'inspirer d'autres scénaristes par la suite. So, what are you saying? I'm saying that the spit could not have come from behind. That there had to have been a second spitter. Le film marque aussi une vraie radicalisation dans le cinéma d'Oliver Stone. Entamé l'année précédente avec The Doors, son virage expérimental se poursuivra sur Tueur Né et Nixon, le film jumeau de JFK, qui recevra un accueil nettement plus tiède. JFK reste à l'heure actuelle le dernier vrai titre de gloire du cinéaste. Mis à part l'excellent L'Enfer du Dimanche en 2000, ses films suivants seront soit reçus avec une indifférence polie, soit violemment rejetés. Lui qui au lendemain des attentats du 11 septembre promettait de faire un jour un film sur le sujet, livrera en 2006 l'inoffensif World Trade Center. Et son biopic sur George W. Bush, sorti 2 ans plus tard, se révélera un beau pétard mouillé qui laisse penser que Stone a peut-être déjà tout dit avec JFK. Il faudra désormais attendre son film sur le traître à la patrie, Edward Snowden, avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle titre, pour savoir si le réalisateur est encore capable de livrer des œuvres viscérales et rentre dans l'art sur l'Amérique et ses démons. Voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre première moitié de notre analyse du JFK d'Oliver Stone. Dans la seconde partie, nous essaierons de passer de l'autre côté du miroir et de comprendre les réelles motivations d'Oliver Stone avec ce film, et si possible en évitant de finir à l'asile pour paranoïa galopante. A très bientôt!